Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce colloque Discover Our Europe qui est organisé par le CBE Sud-Luberon en partenariat avec 8 organisations de 7 pays européens. Je suis Claire Fernandez, je coordonne le projet Discover Our Europe, projet qui est cofinancé par le programme Europe pour les citoyens. Discover Our Europe, c'est un colloque, mais c'est aussi un projet qui rassemble, comme je vous l'ai dit, 8 partenaires de 7 pays européens, 8 partenaires qui partagent la même ambition, celle de contribuer à dépasser les idées reçues sur l'Europe en offrant aux citoyens l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Union européenne. Donc, un premier colloque a eu lieu à Piatra Neamț en Roumanie au mois de mars. Nous avons notre colloque ici en France aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Au mois de juin aura lieu un colloque en Hongrie et par la suite dans les autres pays membres du consortium. Donc, je voudrais citer les partenaires de ce projet. Nous avons l'association CICIA qui est basée à Piatra Neamț en Roumanie. Nous avons la fondation du savoir Tudas Alapítványi qui est située en Hongrie. DRP DNM, l'association qui est située en Slovénie, à Novo Mesto. Nous avons l'association Sovogem qui est basée au Portugal, Ciber Voluntarios qui est basée à Madrid en Espagne, association aussi. Nous avons une ville, la ville de Pegeia qui est située à Chypre. Et enfin, notre partenaire Eurocircle, partenaire marseillais, français. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Michel Catala, qui est historien. Vous avez été historien spécialiste de l'Union européenne. Vous avez enseigné à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous enseignez aujourd'hui à l'Université de Nantes. Et vous êtes directeur d'Alliance Europa, qui est un laboratoire de recherche, un laboratoire d'idées sur l'Union européenne, si je ne me trompe pas. C'est bien cela? Ok, parfait. Donc, on va vous entendre sur la citoyenneté européenne. Donc, je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci Claire, merci pour votre invitation aujourd'hui pour cette opération, ce colloque et pour faire cette conférence. Et merci également à votre structure et à l'ensemble de vos partenaires. Oui, comme vous l'avez dit, hein, je suis professeur d'histoire des relations internationales, d'histoire de l'Europe, et je dirige donc l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa, qui est effectivement une fédération de partenaires dans la région des Pays de la Loire, autour de Nantes, d'Angers et du Mans, qui travaillent sur les questions européennes et notamment sur les crises de l'Europe dans cette période compliquée depuis maintenant une quinzaine d'années, pour essayer de mieux les comprendre avec nos étudiants, avec des chercheurs et avec des partenaires de la société civile, comme d'ailleurs les centres d'information Europe Direct de la région des Pays de la Loire. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint qui est un peu bavard, un petit peu long, mais qui vous donnera un support. C'est toujours plus simple de suivre une conférence quand vous avez un support. Je n'ai pas trop eu le temps de mettre des photos ou des illustrations, j'en suis désolé. Mais en tous les cas, je pense que ça vous aidera. Donc, Claire m'a demandé d'intervenir sur la citoyenneté européenne. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, bien, écoutez, je pourrai répondre à vos questions, hein, je crois, après la conférence, hein, si j'ai bien compris, Claire. Et je pense que vous pouvez aussi poser des questions sur le chat, hein, pendant que je fais mon intervention. À l'issue de votre intervention, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, je vais essayer de ne pas parler trop vite, parce que si j'ai bien compris, il y a de la traduction également. Donc, je vais essayer de faire ça le plus calmement possible. Voilà. Alors, donc, la citoyenneté européenne, j'ai intitulé cette conférence Citoyenneté européenne, promesses et limites de l'union politique de l'Europe, puisque vous allez le voir, cette citoyenneté européenne qui a été créée il y a maintenant presque 20 ans, hein, c'était lors du traité de Maastricht de février 1992.
eh bien, cette citoyenneté européenne, elle a été créée pour accompagner ce nouveau mouvement d'unité politique de l'Europe, mis en place lors de cette conférence avec la création de l'Union européenne. Et l'objectif, c'est ici de vous présenter la citoyenneté européenne et de vous la présenter donc non seulement sur son contenu, mais également sur son évolution depuis maintenant 20 ans et de s'interroger également sur ses origines. Euh, En fait, euh, comme vous le savez, l'unification de l'Europe date d'avant 1992. Hein, c'est un processus de longue durée. On appelle ça souvent la construction européenne, ça veut tout dire. C'est un processus de longue durée qui a été entamé à la suite de la Seconde Guerre mondiale et du déclenchement de la guerre froide, donc en 1947-1948, et qui s'est concrétisé véritablement dans ce qu'on appelait la communauté économique européenne. Hein, c'est la signature du traité de Rome en mars 1957, mais dans cette communauté économique, l'Européen ou l'Européenne n'était vu que comme un acteur économique sans véritable droit politique, puisqu'il s'agissait d'une communauté économique à finalité politique. Hein, c'est l'union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, mais l'Européen, c'était avant tout un acteur économique, un travailleur qui pouvait obtenir des droits, mais des droits dans ce cadre très circonscrit d'une communauté économique. Mais dès le début de cette construction européenne, les Européens sont toujours posé la question de l'adhésion des peuples au projet, puisque quel que soit le moyen d'arriver au projet, que ce soit une communauté économique ou autre chose, il y avait bien un but politique, hein, créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples. Et ce but politique a tout de suite posé la question de l'adhésion des peuples à ce projet. Et autour de l'adhésion des peuples, c'était aussi la question de la légitimité démocratique de la construction européenne qui était posée. Et on va voir qu'à partir de 1974, ce projet va, plutôt cette question de la participation des peuples au projet européen va véritablement se poser et qu'elle va aboutir en fait à la création de la citoyenneté européenne en 1992. Alors la citoyenneté européenne en fait est une réponse au défi de l'union et au défi de l'union politique, au défi de cette mutation d'une communauté économique en une union politique. Et là, je reprends ce qu'écrit Paul Magnette, un homme politique belge, mais qui est aussi un politologue et qui a beaucoup travaillé sur la citoyenneté européenne. Il disait qu'en fait, cette citoyenneté européenne, elle avait une double fonction, celle d'être un marqueur de l'adhésion des peuples à la construction européenne. Hein, il fallait renforcer cette adhésion. Il fallait aussi renforcer l'appartenance à cette communauté politique, finalement en donnant des droits à ses citoyens. Donc, ici, on va s'intéresser à notre affaire en 3 temps. Je suis un historien, je fais toujours des plans en 3 parties, je suis désolé, c'est mon réflexe d'universitaire. Donc, on verra d'abord un peu les origines, comment on a construit cette citoyenneté européenne. Ça, c'est mon côté historien, on ne se refait pas. Et puis ensuite, on verra ce qu'il y a comme droit, c'est quoi la citoyenneté européenne véritablement, quel est son contenu. Puis dans un 3e temps, on verra ses évolutions depuis 20 ans et également les difficultés finalement à se saisir de cette citoyenneté européenne depuis 20 ans. Alors donc, premier point, comment on construit cette citoyenneté européenne, comment on va passer de l'idée de créer une Europe plus proche des citoyens à l'idée de construire un instrument juridique, une citoyenneté européenne. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis l'origine de l'Europe, on s'interroge sur cette participation des citoyens. Mais c'est véritablement une fois que la communauté économique européenne est véritablement installée, qu'elle est achevée, comme on dit en langage communautaire, c'est-à-dire véritablement à partir de 1970, que l'on va vraiment s'interroger sur cette adhésion des peuples, d'autant plus que cette communauté économique européenne, elle était devenue, notamment dans les années 60, une communauté un peu technique, un peu technocratique, au mauvais sens du terme. Elle s'était concrétisée notamment dans la politique agricole commune, donc dans des choses, on va dire, très techniques. Et finalement, on avait l'impression, au début des années 70, que finalement, on avait construit un objet économique, mais finalement un objet économique qui avait perdu de vue
un des principes des fondateurs de l'Europe, c'est-à-dire cette adhésion des peuples à un projet politique. Et puis aussi, hein, il faut dire que la France, on est encore dans l'Europe des six, hein, en 1970, et donc la France, ben, s'est aussi un peu plus préoccupée de ce problème-là à la suite du départ du général de Gaulle, hein, qui, comme vous le savez, avait une conception de l'Europe qui était une conception, on va dire, peu communautaire, hein, pour être gentil avec le général de Gaulle. Il soutenait l'Europe, mais il n'était pas favorable à une Europe supranationale. Alors, c'est en fait en 1974, donc une fois que l'Europe est passée à neuf, notamment une fois que les Britanniques sont rentrés dans cette communauté économique européenne, que les nouveaux dirigeants français et allemands, alors allez, c'est Valéry Giscard d'Estaing en France et Helmut Schmidt en Allemagne, lors du sommet de Paris de décembre 1974, vont émettre pour la première fois l'idée, hein, de lancer une réflexion sur une Europe des citoyens, donc une Europe plus proche de ses citoyens. C'est la première fois que dans les textes officiels sur l'Europe, que dans les déclarations officielles, on emploie ce terme de citoyen, hein, et de lancer une réflexion, je cite, vous le voyez ici, c'est écrit, sur les droits spéciaux qui pourraient être attribués aux citoyens européens dans un espace juridique communautaire. Donc, pour la première fois, on introduit cette idée d'accorder des droits à des citoyens. Et pour accompagner cette réflexion, on lance l'idée, hein, c'est en tous les cas Giscard et Schmitt qui la font adopter par les 9 partenaires, et c'est très symbolique, de faire élire au suffrage universel des représentants des peuples des États-Unis dans la communauté, hein, c'est-à-dire des représentants des peuples des États au sein de ce qu'on appelle le Parlement européen. Et en 1976, on fait un acte pour ça. On aura la première élection du Parlement européen au suffrage universel en juin 1979. Alors, cette réflexion sur les droits spéciaux des citoyens européens va rester un peu lettre morte, hein, dans les années 70, mais en tous les cas, on va lancer cette élection du Parlement européen au suffrage universel qui obtient un grand succès en 1979 et qui est un peu la première grande date, hein, de cette association des peuples au projet européen et de cette nouvelle légitimité démocratique que l'on veut donner au projet européen. Alors, par contre, on a pris grand soin, hein, de maintenir ces élections dans un cadre strictement national. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'élire des représentants d'un peuple européen, hein, ce n'est pas le problème, hein, les États ne veulent pas rentrer dans ce vocabulaire. Il s'agit d'élire les représentants des peuples des États, hein, donc les Français élisent les représentants français, les Allemands les représentants allemands, les Britanniques les représentants britanniques, hein. Il n'y a pas de d'élections européennes, j'allais dire, totalement fusionnées, même si depuis, hein, les choses se sont un peu progressé, sont un peu améliorées, mais toujours aujourd'hui, on est dans ce cadre national. Alors, donc, première étape, première voie, et puis c'est surtout dans les années 80 qu'on va discuter beaucoup plus, hein, de cette Europe des citoyens, notamment parce que vous savez qu'en 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl vont relancer l'Europe, hein, lors du Conseil européen de Fontainebleau. La fin des années 70, elle était un peu compliquée, hein, avec la crise agro-budgétaire, la crise avec les Britanniques, etc. Donc on relance cette Europe, c'est ce qui va aboutir au marché unique, hein, je vais très vite. Mais dans cette réflexion sur l'Europe, on va lancer pour la première fois un comité, hein, qui va réfléchir à l'Europe des citoyens. C'est le comité qui est dirigé par un Italien qui n'a pas laissé son nom dans l'histoire, hein, qui s'appelle Pietro Adonino. C'est un universitaire italien qui a présidé ce comité, hein, où siégeait un représentant des 12 États membres déjà, parce qu'il y avait 9 États membres, mais les trois, il y avait 10 États membres à l'époque avec la Grèce, mais les deux nouveaux, l'Espagne et le Portugal, faisaient partie de la réflexion. Ils vont rentrer en juin 85. Et donc, dans ce comité, on réfléchit aux droits que pourraient avoir les citoyens européens. On réfléchit également aux symboles que l'on pourrait donner à l'Europe pour marquer une très forte identité, pour marquer l'appartenance à un ensemble politique, puisque Mitterrand et Kohl voulaient donner une dimension politique à l'ensemble. Alors au final, les décisions qui vont être prises sont très symboliques, puisqu'on va décider au Conseil européen de Milan de juin 85 d'adopter des symboles pour l'Europe, le drapeau, l'hymne, la fête de l'Europe, hein, des choses qui existaient déjà avant pour le drapeau par exemple, mais qui sont officiellement désormais les emblèmes, les symboles de cette Europe. Et puis par contre, hein, les droits des citoyens, ben, on va un peu les oublier, hein, parce que notamment les Britanniques sont à l'époque très, très hostiles, hein, à la création d'une Europe plus politique. Mais
en fait, quand on relit les propositions du comité Adonino de 1985, eh bien, on y retrouve exactement tous les droits des citoyens européens qui vont être donnés en 1992 au traité de Maastricht. On les retrouve quasiment tous. Puis on retrouve plein d'autres propositions aussi. Ce comité Adonino, il fait plein de propositions qui pourraient relever de l'anecdote aujourd'hui, c'est-à-dire créer des compétitions sportives à échelle européenne, créer des équipes sportives européennes, créer une loterie européenne, puis d'autres qui vont faire leur chemin, comme par exemple créer un système d'échange d'étudiants au niveau européen. C'est ce qui donnera naissance un an plus tard au système Erasmus. Donc, on trouve des tas de propositions dans ce comité Adonino. Certaines vont être reprises, mais vraiment, ce qui concerne les droits juridiques des citoyens, eh bien, c'est quelque chose qui va rester lettre morte, va rester au fond d'un tiroir et que l'on va ressortir un petit peu plus tard, en 1992, au traité de Maastricht. Les principes également de la citoyenneté européenne, on les retrouve dans un projet qui avait été présenté en 1983 par un député européen italien qui s'appelait Altiero Spinelli, qui avait, avec d'autres députés européens, proposé un projet de constitution européenne, c'était en 1983, qui n'a pas été repris par les États membres, mais on y retrouve également dans ce projet tous les principes de base de la citoyenneté européenne. Donc en fait, tout avait été pensé, réfléchi au début des années 80, mais souvent le cas dans les propositions européennes, c'est un peu plus tard, quand le contexte sera mûr, si j'ose dire, que ces propositions seront reprises. Et vous voyez en gros qu'il faut quand même presque une vingtaine d'années pour que se mette en place finalement toute la réflexion sur une Europe plus proche des citoyens et sur une citoyenneté européenne qui va aboutir finalement au traité de Maastricht sur une véritable citoyenneté européenne. Alors pourquoi donc ce déblocage à ce moment-là? Bien, tout simplement parce que en 1989, c'est la chute du mur de Berlin, la réunification allemande en 1990, la dislocation du camp communiste et la libération des pays d'Europe centrale et orientale. Et bien, ce contexte va, j'allais dire, entraîner les Européens à vouloir encadrer finalement ce processus d'une nouvelle relance européenne et d'une relance européenne fondée sur, d'un côté, la création de la monnaie unique, l'euro, qui est décidé au traité de Maastricht, et en même temps la création d'une union politique, c'est-à-dire faire enfin ce que finalement les Européens voulaient faire depuis 20 ans, mais qui ne parvenaient pas à faire, c'est-à-dire approfondir le projet économique avec la monnaie unique, et puis approfondir le projet politique en créant une véritable union politique de l'Europe. Et donc, ce contexte va permettre de débloquer les réticences des autres pays membres et surtout les réticences britanniques, puisque notamment François Mitterrand voulait absolument, et Helmut Kohl également, que la réunification allemande ne soit pas le signe d'une dislocation de la construction européenne, mais plutôt le signe d'un approfondissement pour que la construction européenne encadre le processus de réunification allemande et pour bien s'assurer que cette réunification, cette renaissance d'une grande Allemagne au centre de l'Europe se fasse dans un cadre européen et dans le cadre finalement d'une union politique entre les États pour éviter, c'était un peu la hantise de François Mitterrand, pour éviter finalement que l'on revienne à une Europe nationaliste ou à des États européens nationalistes qui avaient conduit aux deux guerres mondiales. Donc, dans cette réflexion pour la création de l'union politique, de l'Union européenne, comme on va l'appeler, eh bien, vous savez que cette union politique se traduit notamment par la volonté de mettre en place une politique étrangère commune et d'autres éléments, mais très vite, l'idée est de renforcer également la légitimité démocratique de l'ensemble, de renforcer aussi le sentiment d'appartenance, de faire en sorte que l'Union européenne soit un vrai saut qualitatif dans l'union politique et que ce saut qualitatif s'accompagne d'une véritable adhésion des peuples. Et c'est l'idée, notamment, que ce saut qualitatif passe par la création d'une citoyenneté européenne. Alors, je vous ai mis là sur la diapositive un extrait de la lettre de Felipe González, le président du gouvernement espagnol, au président du Conseil européen le 4 mai 1990, puisque c'est l'Espagne, c'est tout à fait symbolique que ce soit l'Espagne qui va défendre
cette idée de placer une nouvelle citoyenneté européenne au cœur de cette union politique. C'est très symbolique, hein, parce que je vous rappelle que l'Espagne était le dernier pays qui était entré et qui était une ancienne dictature, donc il y avait une très forte symbolique, hein, dans cette demande espagnole du président du gouvernement espagnol, Felipe González. Et donc, vous voyez ces quelques lignes, hein, je vous les lis. À mon avis, l'union politique consiste de façon primordiale à transformer un espace de caractère essentiellement économique, pensé pour garantir la libre circulation de travailleurs, de services, de capitaux et de marchandises, en un espace commun intégré dont le citoyen serait le protagoniste. Donc, vous voyez qu'on veut vraiment placer le citoyen au cœur de cette démarche d'unification politique, sans oublier, vous l'avez bien compris, la dimension économique, hein, de cette construction de l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'il y a là toute une démarche, hein, de construction d'une unité politique, hein, où la citoyenneté européenne serait un élément très important pour permettre aux Européens de se sentir appartenir à cet ensemble politique et de les faire participer à cet ensemble politique. Au sein du traité de Maastricht, on en reparlera, mais il y avait également l'idée, hein, que le Parlement européen devait avoir des pouvoirs plus étendus, parce que ce Parlement européen était justement élu, hein, par les peuples et que donc il était tout à fait légitime pour renforcer l'aspect démocratique de cette union, que le Parlement européen ait davantage de pouvoir. Alors, comment, par quels moyens, hein, après cette introduction un peu historique, un peu rapide, hein, j'en suis désolé, j'étais un peu vite, mais vous pourrez me poser d'autres questions tout à l'heure sur cette première partie. Eh bien, j'allais dire quel est le contenu de cette citoyenneté européenne, de cet outil juridique, et cet outil juridique est-il finalement à la hauteur du défi politique, hein, parce que vous voyez que le défi politique était immense et que les attentes politiques étaient immenses. Alors, cette citoyenneté européenne, c'est une singularité juridique, hein, c'est quelque chose de très spécial, de très spécifique pour de nombreuses raisons. Alors d'abord, la première raison, c'est que c'est une citoyenneté sans État, hein, et qui bouscule donc la signification traditionnelle de la citoyenneté. Parce que vous savez que dans notre histoire, hein, c'est en bâtissant des États-nations souverains que l'on a bâti également des citoyennetés nationales, hein. C'est-à-dire que la citoyenneté ne se conçoit pas sans État, hein. Il faut qu'il y ait un État et que cet État, finalement, repose en partie, que cette construction politique repose sur une citoyenneté. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'exemple dans l'histoire d'une citoyenneté sans État. Alors, la singularité de notre affaire, c'est que la citoyenneté européenne, elle s'affranchit de l'intermédiaire étatique, elle s'affranchit de cette hiérarchie. Et c'était la seule manière de le faire, puisqu'il n'était pas question, vous l'avez compris, de créer un État européen, de créer une véritable fédération européenne. Ce n'est pas l'objectif, il ne s'agit pas de créer un État qui viendrait remplacer les États membres. Ça, c'était le vieux rêve fédéraliste des années 50, mais qui n'est plus d'actualité dans les années 90. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État, il y a une union d'États souverains, et donc une union d'États souverains qui va apporter une citoyenneté supplémentaire. Et c'est l'idée d'une citoyenneté de superposition, une citoyenneté complémentaire. Vous le voyez ici, hein, c'est d'ailleurs les principes qu'avait dicté Spinelli dès le début des années 80. Je vous ai mis des citations des traités, et citoyen de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Et cette nationalité, cette citoyenneté européenne qui n'apporte pas de nationalité, cette citoyenneté européenne, elle s'ajoute à la citoyenneté nationale, elle ne la remplace pas. Donc, elle se superpose aux citoyennetés nationales. Et c'est quelque chose donc d'extrêmement original. Mais ça veut dire aussi que la citoyenneté nationale, finalement, prime sur la citoyenneté de l'Union, hein, puisqu'elle s'ajoute à cette citoyenneté nationale. Ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut devenir citoyen européen que si l'on est préalablement citoyen d'un des États membres. Ça veut dire que l'on ne peut pas demander à acquérir une citoyenneté européenne directement. Vous l'avez compris, la citoyenneté européenne ne s'acquiert pas, on ne peut pas la demander,
c'est une automaticité qui vous vient de votre citoyenneté nationale. C'est déjà un petit peu compliqué à comprendre et puis ça veut dire aussi beaucoup de choses, hein, parce que ça veut dire que forcément, elle se superpose, elle va vous amener quelque chose de supplémentaire, mais sans remettre en cause tous les droits et tous les devoirs que vous avez dans votre citoyenneté nationale. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante, hein. Ça veut dire aussi que finalement, heu, c'est quelque chose qui complète, hein. C'est bien quelque chose qui n'est pas une alternative, mais qui est cumulative, hein. Heu, alors ça veut dire aussi que cette superposition, cette complémentarité, rend particulièrement important son contenu, hein, puisque l'appropriation de la citoyenneté européenne va dépendre essentiellement du contenu et donc des droits qu'elle peut donner ou des devoirs qu'elle peut donner, hein, puisqu'il n'y a pas, de possibilité d'en faire, la, demande. Alors du coup, c'est aussi, pardon, j'ai zappé un petit peu mon voilà, j'y suis retourné ici. Ce qui est extrêmement intéressant aussi et en particulier, c'est que c'est également une citoyenneté sans devoir. C'est une citoyenneté qui est bâtie uniquement sur des droits. Alors pourquoi? On peut l'interpréter de différentes manières. On peut l'interpréter justement parce que comme c'est une plus-value, comme c'est une complémentarité, eh bien, les États européens n'ont pas voulu donner des contraintes. Ils n'ont voulu donner que des avantages. C'est un peu l'explication positive de la chose. On peut aussi en avoir une explication négative, c'est que la citoyenneté repose pas seulement sur des droits, mais aussi beaucoup sur des devoirs, hein, et peut-être que donner des devoirs avec cette citoyenneté européenne, c'était rentrer dans des débats, notamment autour d'un devoir fiscal, d'un devoir de défense, et donc forcément rentrer dans l'idée que les citoyens devaient quelque chose à un ensemble européen au-dessus des États, et donc aussi introduire le fait, hein, peut-être, que la citoyenneté pouvait justement se détacher de la citoyenneté nationale. Donc, du coup, il y a simplement une phrase qui a été rajoutée dans le traité de Lisbonne de 2007, hein, 15 ans plus tard, qui est une phrase vide de sens, mais qui pourrait peut-être lui apporter d'autres choses, qui est cette phrase qui dit que les citoyens de l'Union sont soumis aux devoirs prévus par les traités, sachant que pour l'instant, les traités ne mentionnent pas de devoirs. Mais pourquoi pas, peut-être pourrait-il un jour le faire. On peut l'interpréter comme une marche ou comme une ouverture, hein, mais en tous les cas, ces traités ne mentionnent pas de devoir spécifique, hein. On va dire ça comme ça. Donc pas de devoir fiscal, pas de devoir de défense. Or, on sait bien que l'attachement à la citoyenneté dépend beaucoup de ces devoirs et que la conscience de l'appartenance à un ensemble dépend beaucoup également de ce que l'on doit donner à cet ensemble, hein, et donc là, ça posera forcément problème et ça pose forcément question. Donc c'est vraiment spécifique cette citoyenneté, hein, parce qu'elle n'est pas reliée à un État en soi, parce qu'elle est une citoyenneté de superposition, une citoyenneté complémentaire, et parce que c'est une citoyenneté sans devoir. Alors par contre, il y a des droits, hein. Il y a des droits et il convient maintenant de les regarder et de les examiner, ces droits. Alors en fait, il y en a 6 au total, hein. Le premier droit, c'est le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui est désormais reconnu à tous. Je vous rappelle que la liberté de circulation, elle existe dans le traité de Rome depuis 1957, mais elle était liée principalement à j'allais dire à l'économie, hein, à la construction économique. Alors, elle avait été élargie progressivement, notamment par la Cour européenne de justice ou par certains États membres, mais désormais, hein, ce droit de circuler et de séjourner librement est garanti et reconnu à tous, hein. Donc, c'est quelque chose d'important, même si ce n'est pas une nouveauté du traité de Maastricht en soi, vous l'avez compris. C'est plutôt une actualisation, si j'ose dire. Ce n'est pas non plus un droit absolu, hein. Ce n'est pas parce qu'un Allemand a le droit de circuler et de séjourner librement en France qu'il ne doit pas, bien sûr, se conformer aux lois françaises, hein, quand il circule et qu'il séjourne en France. Puis vous savez qu'il y a également une condition, hein, c'est-à-dire que le migrant,
la personne qui circule ne doit pas devenir, je cite, une charge pour le système d'assurance sociale de l'État d'accueil lors de ses premières années d'installation. Donc, ce qui veut dire que tout de même, la personne qui s'installe dans un autre pays européen doit pouvoir justifier de revenus. Donc, c'est tout de même une limite, hein, mais ce droit de circuler et de séjourner librement est reconnu dans le traité de Maastricht. Alors, deuxième droit extrêmement intéressant, mais qui existait déjà aussi, c'est le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen. Il existait depuis 1979, depuis l'élection du Parlement européen au suffrage universel, ou plutôt depuis l'acte de 1976 qui prévoyait cette élection. Mais ce qui est nouveau, ce qui était déjà reconnu par quelques États membres, mais ce qui est nouveau, c'est que la citoyenneté européenne permet l'exercice de ce droit de vote dans un autre État membre, c'est-à-dire pas seulement dans l'État dont on a la nationalité. Donc, ça veut dire qu'on peut voter, être éligible au Parlement européen et voter au Parlement européen, même si, en France, même si on est allemand, par exemple. Troisième élément, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales du pays dans lequel on réside. Alors, c'est une nouveauté hein, du traité de Maastricht, même si là aussi c'était un droit qui avait été, je crois, déjà acquis dans un certain nombre de pays membres, mais là c'est généralisé. Hein. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, aux élections municipales en France, on a le droit de se présenter pour devenir conseiller municipal et qu'on a le droit de voter dans le pays de résidence. Et puis, il y a également trois autres droits, dont l'un a été rajouté dans le traité de Lisbonne. Donc, le premier, c'est le droit de pétition auprès des institutions européennes. C'est un droit donc plus politique, j'allais dire, au sens noble du terme. Le droit également à une bonne administration et le droit d'accès aux documents, hein, qui a été ajouté par le traité de Lisbonne de 2007. Et puis, mais qui a été ajouté, enfin c'est plus compliqué que ça, il a été ajouté au traité de Lisbonne de 2007 parce que c'est un droit qui fait partie de la charte des droits fondamentaux qui a été ajouté au traité de Lisbonne en 2007. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est un détail. Et puis enfin, le dernier, peut-être un des plus originaux finalement, c'est le droit à la protection diplomatique et consulaire d'un autre État membre lorsque les Européens sont dans un État tiers. Hein. Dans un État tiers où l'État n'a pas, où l'État dont il a la nationalité n'est pas représenté. Alors c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer en France, que la France dispose d'un réseau diplomatique et consulaire extrêmement vaste, hein, le deuxième ou le troisième au monde, donc à des représentations quasiment partout dans le monde. Mais par exemple, pour la Lettonie, Malte, ou même pour un État plus modeste hein, que la France, eh bien, ces États n'ont pas de représentation diplomatique et consulaire partout dans le monde, et par exemple dans certains États africains, et donc quand leurs nationaux voyagent, eh bien, s'ils ont un problème, ils peuvent bénéficier par exemple de la protection de la représentation consulaire française sur place hein, s'il a un problème lors de son voyage. Vous avez remarqué également, donc ces droits sont quand même très limités. Hein, il n'y en a pas 18 000, vous l'avez remarqué. Il n'y en a finalement que 6. Ces droits sont limités. La plupart d'entre eux sont quand même liés au déplacement et à la mobilité et à la liberté de circulation, que ce soit à l'intérieur des pays membres comme les droits de vote ou que ce soit à l'extérieur comme le droit à la protection diplomatique. Ce qui veut dire tout de même que je vous rappelle qu'il n'y a que 3,5% des Européens qui résident dans un autre État membre que leur État de naissance. Hein. Donc, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas énorme. Donc, ça veut dire que relativement peu d'Européens peuvent disposer de ces droits. Et le droit de pétition ou le droit d'accès aux documents, ce n'est pas non plus des droits qui sont, j'allais dire, des choses vraiment accessibles au commun des mortels, hein, ou en tous les cas, ce n'est pas quelque chose dont on fait l'usage dans sa vie normale quotidienne, on va dire ça comme ça. Donc, ces droits sont tout de même des droits assez limités, hein, assez modestes d'ailleurs. Il y avait eu pas mal de critiques à ce moment-là sur ces droits, puisqu'on les jugeait tout de même limités, modestes, et donc on se demandait comment finalement les Européens allaient s'approprier ces droits, puisque la plupart d'entre eux
finalement n'ont quasiment aucune occasion de les utiliser dans leur vie, hein, ou très très peu en tous les cas, hein. Donc là aussi, deuxième difficulté, hein, on a vu que c'est une citoyenneté complémentaire, citoyenneté qu'on ne pouvait pas acquérir, une sorte de citoyenneté automatique, hein, qui nous arrive finalement un peu par la grâce de sa citoyenneté nationale, mais en plus, les droits qu'ils accordent sont limités, sont en faible nombre, et la possibilité de s'en saisir est tout de même assez limitée. Et en plus, la citoyenneté européenne, elle est, on l'a vu, elle n'a pas de devoir. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses, hein, et beaucoup d'éléments qui viennent, j'allais dire, dans la pratique et dans le droit, fortement limiter la portée de cette citoyenneté européenne. Et d'où le questionnement, finalement, un défi politique immense à relever, mais finalement un outil juridique un peu modeste, hein, pour répondre à ces défis immenses. Et effectivement, ça pose quand même question. Puis vous voyez finalement donc cette citoyenneté européenne, c'est une citoyenneté peu perceptible par les Européens, puisqu'il n'y a pas de devoir et le nombre de droits est limité. Et finalement, c'est également une citoyenneté seconde, puisqu'elle est complémentaire. Alors, je dis seconde pour être gentil et poli, certains pourraient dire annexe ou accessoire, hein, mais en tous les cas, une citoyenneté seconde, une citoyenneté qui n'est quand même pas évidente à connaître, à comprendre, hein, et à utiliser. Du coup, bah, forcément, cette citoyenneté européenne, j'allais dire, même si elle avait beaucoup d'ambition au début, elle est quand même très limitée, hein, dans ses droits dans le traité de Maastricht. Même si ces droits pourtant limités avaient posé beaucoup de questions, hein. Je vous rappelle qu'un des grands débats en France, par exemple, au moment du référendum sur le traité de Maastricht, c'est notamment la nécessité de faire une révision constitutionnelle préalable pour pouvoir accepter dans la Constitution française vote d'un étranger aux élections locales. L'étranger, ici, c'est l'Européen, vous l'avez compris, hein. Et pour ça, il faut faire une révision de la Constitution, et ce sera un des angles d'attaque, hein, notamment des souverainistes qui luttent en 1992 contre la ratification du traité de Maastricht et lors du débat référendaire, en disant, bah, vous voyez, hein, cette citoyenneté européenne, elle rogne la souveraineté nationale puisqu'elle autorise les étrangers à voter, avec la hantise derrière, hein, tout le débat derrière du possible vote de tous les étrangers, une sorte d'appel d'air, hein, qui serait créé par ce droit de vote des Européens et qui pourrait aller, pourquoi pas, hein, pensait-on, vers un droit de vote généralisé des étrangers aux élections locales qui était vu déjà, hein, à l'époque comme étant, notamment par la droite souverainiste, comme étant une atteinte fondamentale à la Constitution française, et la grande peur également du vote des immigrés, hein, des étrangers qui était agité autour de ça par la droite conservatrice. Voilà, donc vous voyez que même ces droits relativement restreints avaient créé bien des difficultés et bien des problèmes. Alors l'évolution de la citoyenneté européenne depuis 20 ans, bah, c'est une évolution forcément qui pose question quand même, hein. Je dois vous le dire, même si je suis un Européen convaincu, hein, on peut se poser beaucoup de questions face à cette citoyenneté européenne. Alors d'abord, on se pose beaucoup de questions parce que c'est un projet politique qui est en question. Parce que vous avez compris, la citoyenneté européenne, elle ne se conçoit, elle ne se vit que dans un projet politique. Et la problématique, c'est finalement, est-ce que l'évolution du projet politique européen de 20 ans, est-ce que cette évolution finalement aide au développement du sentiment d'appartenance des Européens à cette union, au développement de leur appartenance comme citoyens à un projet politique. Et là, force est de se poser quelques questions. Alors, je vous rappelle déjà que lors du référendum français sur le traité de Maastricht, puis ça s'est produit aussi au Danemark ou ailleurs, c'est la première fois en 92 qu'on se rend compte quand même que bah, finalement, les Européens, ils ne sont pas forcément toujours favorables, ou en tous les cas, ils se posent beaucoup de questions sur le traité de Maastricht, sur l'Union européenne. On a vu comment en France, hein, les résultats positifs avaient été extrêmement serrés en 1992. Donc, on commence à se poser des questions. Finalement, au moment où on instaure la citoyenneté européenne, on se rend compte que la construction européenne n'est plus une évidence pour beaucoup d'Européens.
on a eu tendance à vite l'oublier, et c'est revenu un peu comme un boomerang en 2005 lors du traité constitutionnel européen, hein, où l'on voulait encore, j'allais dire, affermir le projet politique au travers de ce projet constitutionnel, et qui a échoué dans le référendum, et donc qui a mis en panne un peu le projet politique européen en 2005. Hein. Ça l'a mis en panne, et j'allais dire, depuis 15 ans désormais, ce projet politique est un peu en panne. En tous les cas, on ne sait plus finalement pourquoi il faudrait continuer la construction européenne. En tous les cas, on a eu la perte finalement d'un objectif, hein, qui était celui d'aller de plus en plus loin dans ce que Jacques Delors a appelé la fédération d'États-nations. Hein. Et finalement, bon, le traité de Lisbonne de 2007, même s'il a permis de remplacer, j'allais dire, des outils techniques qui étaient dans le traité constitutionnel européen, il n'a jamais pris la même dimension de projet politique. D'ailleurs, il n'en avait pas l'ambition. Il n'a jamais pris la même dimension de projet politique que le traité constitutionnel européen. Donc finalement, le projet politique, on a l'impression qu'il est un peu enlisé depuis une quinzaine d'années. Et puis les crises de l'Europe qui se sont succédées maintenant depuis une dizaine d'années, finalement, n'ont fait qu'affaiblir l'Union, ou en tous les cas affaiblir la perception qu'ont les Européens de cette Union. Hein. En tous les cas, l'ont brouillé. Je ne sais pas si on peut parler d'affaiblir, mais en tous les cas, l'ont brouillé. Et notamment sur le thème, finalement, pourquoi on veut construire l'Europe. Hein. On s'est beaucoup posé de questions, par exemple, sur les valeurs partagées. Hein. Y avait-il toujours des valeurs de solidarité, par exemple, lors de la solution de la crise de l'euro, hein, et lors notamment des cures d'austérité qu'on a pu faire à certains peuples européens lors de cette crise. Finalement, quelles sont les valeurs qu'on partage désormais avec les pays d'Europe centrale quand on voit les réticences, voire les résistances, voire même l'opposition à l'accueil des réfugiés, hein, sur le sol européen. Finalement, toutes ces crises ont vraiment montré la difficulté que désormais les Européens ont à partager un projet politique ensemble. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont plus de volonté de le faire, mais en tous les cas, ils ont des difficultés à le faire, et on a vu à chaque crise des dissensions voir le jour, hein, et des hésitations voir le jour sur finalement le projet commun, le projet collectif. Pourquoi continuer ou pourquoi être ensemble pour ce projet? J'ai pris l'exemple de 3 crises, hein, qui le montrent. Le Brexit, puisque finalement le Brexit a montré aussi que les Britanniques rejetaient le principe de la libre circulation, principe de la libre circulation au cœur du projet européen depuis l'origine. La crise des réfugiés, je viens d'en parler, hein, où là aussi on voit que le problème de la libre circulation est là. L'épidémie de la Covid, tout ça a mis en difficulté l'espace Schengen, et l'espace Schengen, c'est l'image justement, hein, de cette liberté de circulation, hein, liberté de circulation, j'allais dire sans contrôle, hein, qui est un pilier finalement de cette citoyenneté européenne. Donc finalement, le projet politique, si on regarde la citoyenneté par le haut, si j'ose dire, par le projet politique, eh bien, on se rend compte que finalement, la citoyenneté européenne pâtit d'un projet politique un peu en berne, ou en tous les cas qui a subi des difficultés importantes depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, deuxième, deuxième, deuxième point qui pose question dans cette citoyenneté européenne, c'est également une participation citoyenne un peu complexe, un peu compliquée, un peu difficile à se mettre en place. Alors, on avait vu qu'au traité de Maastricht, un des points les plus importants, c'était l'extension des pouvoirs du Parlement européen. Alors, cette extension des pouvoirs du Parlement européen s'est faite, mais sans véritable investissement démocratique des citoyens. Les citoyens européens, finalement, semblent relativement, j'allais dire, ne semblent pas s'investir véritablement, ou en tous les cas ne semblent pas véritablement utiliser leurs droits de citoyens, et notamment le droit de vote. Hein. La participation aux élections européennes a été en baisse constante du début des années 90 jusqu'en 2014.
Et cette participation électorale semblait indiquer que les citoyens européens avaient du mal à se saisir de leur droit de vote. Euh, la question de l'espace public européen est une question qui reste en suspens depuis très longtemps. Comment faire en sorte, comment exprimer sa citoyenneté sans espace public européen, sans médias européens? euh, c'est très complexe. Comment le faire dans un cadre d'espaces publics nationaux? Et puis, cette démocratie représentative, finalement européenne, eh bien, on s'est beaucoup posé de questions, on a eu beaucoup de désillusions. Ce Parlement européen, finalement, qu'est-ce qu'il représente? C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup en France, notamment à cause du mode d'élection des parlementaires européens. Alors, je dis bien de la désillusion à l'espoir, parce que les dernières élections européennes ont montré que les taux de participation étaient meilleurs, qu'ils s'étaient redressés. Et donc, on peut espérer peut-être que les citoyens s'emparent davantage de ce droit de vote et finalement de cette démocratie représentative construite au niveau européen. Ça reste très compliqué, du fait notamment que la Commission européenne n'est pas un gouvernement, qu'elle n'est pas responsable en tant que telle, ou pas totalement devant le Parlement. Et donc, il y a là une problématique, j'allais dire, de sainteté, de fonctionnement, de légitimité démocratique qui n'est toujours pas résolue hein, dans, dans la démocratie représentative européenne. Alors, certains pourraient dire que c'est un problème qui dépasse le cadre de l'Union européenne, puisque c'est un problème qui frappe également les démocraties nationales. Par exemple, en France, la démocratie représentative parlementaire, elle n'est pas dans un état de santé génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, en tous les cas, ça pose question, ça pose problème. Les citoyens européens ont du mal à se saisir de leur droit de vote et finalement à se saisir de leur droit d'intervention dans la vie démocratique européenne. Et peut-être que le Parlement européen ou plutôt que les institutions européennes ne le permettent pas encore suffisamment. Alors pour pallier à ça, là encore, l'Union européenne a été particulièrement pionnière, puisque dès les années 2000, elle invente, notamment dans le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire une sorte de démocratie participative européenne qui viendrait s'établir en parallèle à la démocratie représentative. Alors, je crois que vous avez une conférence sur l'initiative citoyenne européenne, Claire, demain, donc je ne vais pas rentrer en détail ici, mais en fait, c'était la possibilité qui était accordée à un nombre de citoyens européens, un nombre important de citoyens européens, de pouvoir déposer une initiative, finalement, une sorte de proposition d'action devant la Commission européenne pour finalement faire en sorte que des citoyens puissent j'allais dire, proposer la mise en place d'une nouvelle politique. Alors, c'était quelque chose qui existait déjà dans le traité constitutionnel européen, qui est repris mot pour mot dans le traité de Lisbonne. Et donc, c'est 1 million d'Européens qui peuvent proposer à la Commission européenne une question. Et puis, le processus permet à la Commission européenne d'être une sorte de filtre et de choisir ou pas de mettre cette proposition à l'agenda des institutions européennes. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, environ 25 avant 2014. Il y a une réforme de l'initiative citoyenne européenne dernièrement. Je n'y reviens pas en détail. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé qu'il fallait que cette réforme permette d'avoir plus d'initiatives citoyennes européennes à l'avenir. On va voir dans les années 2020 si véritablement cette démocratie participative européenne parvient à décoller. Force est de constater que depuis une dizaine d'années, le bilan est quand même assez maigre, puisqu'il y a eu très très peu finalement d'initiatives qui ont obtenu le nombre de soutiens nécessaires et qui ont permis de continuer leur existence. Donc, cette démocratie participative, elle n'a toujours pas fait ses preuves, en fait, dans le cadre européen, même si l'Europe a été assez pionnière. En tous les cas, ça pose question et ça pose problème.
Et puis, dernière chose, finalement, j'allais dire, est-ce que la Commission européenne s'est véritablement saisie de la citoyenneté européenne? Est-ce qu'elle en a fait une priorité? Est-ce qu'elle a cherché à la rendre véritablement plus forte et notamment une citoyenneté plus active, hein? Est-ce que finalement, elle a créé les conditions, des programmes de soutien pour qu'on puisse la mettre en place? Alors, on peut dire que le choc de 2005, hein, et puis que notamment aussi la l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union en 2004 avait créé un certain nombre de questionnements qui avaient abouti à la mise en place par la Commission européenne d'un programme communautaire, hein, donc un programme financier d'aide financière à des initiatives citoyennes. Dans l'emploi, il s'appelait Citoyens pour l'Europe, qui a été prolongé entre 2014 et 2020 par le programme L'Europe pour les citoyens, mais avec moins d'argent que dans la période précédente. Enfin, je m'étais, est-ce que c'est vraiment à la hauteur de l'enjeu, hein? C'était quand même des sommes, je crois que c'était un peu moins de 200 millions d'euros sur 7 ans. Donc, c'est quand même pas énorme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, un nouveau programme, hein, de soutien financier, là, dans le cadre des nouvelles perspectives financières, qui s'appelle Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, alors qui rassemble deux programmes préexistants, dont le programme L'Europe pour les citoyens. Il y a une des actions, une des 4 actions qui est consacrée à la participation citoyenne, à l'engagement citoyen. Alors, je n'ai pas encore vu dans le détail le projet, je ne sais pas s'il est plus généreux financièrement qu'avant. Mais enfin, bon, certes, la Commission européenne a mis en place des programmes, elle se saisit quand même peu de cette dimension citoyenne. Il y a relativement peu d'argent qui sont mis sur cette question. Et même au niveau des responsabilités, la question citoyenne n'est pas quand même au cœur des responsabilités des commissaires européens, hein, même si depuis 15 ans, il y a un commissaire européen qui est chargé de questions, hein, mais sans pour autant que ce soit affiché de manière forcément claire dans leurs attributions. Donc tout ça pour dire que la Commission européenne en elle-même, certes, s'occupe de ces questions, on ne va pas dire l'inverse, hein, mais bon, avec quand même une dimension financière et politique qui n'est pas non plus extraordinaire. Alors, voilà, donc vous voyez, donc finalement, peu de nouveaux droits, certes des efforts qui sont faits dans la démocratie représentative avec l'ICE, dans des programmes de soutien financier à des initiatives citoyennes, mais tout de même des efforts qui paraissent bien peu importants comparés, j'allais dire, à l'ampleur de l'enjeu politique et comparés également à la force du contexte, hein, qui ne plaide pas en faveur d'une prise en compte par les citoyens de leurs droits, hein, et une véritable prise en compte de l'Europe et de l'importance de l'Europe par les citoyens. Donc une évolution de la citoyenneté européenne depuis 20 ans qui n'est, j'allais dire, avec un bilan qui est loin d'être extraordinaire et finalement avec des citoyens qui ne semblent pas finalement mieux se saisir aujourd'hui de cette citoyenneté qu'ils ne le faisaient il y a 20 ans. Donc pour conclure, parce qu'il est déjà 18h53 et je vais arriver à la fin de mes 50 minutes, Claire, je vais essayer de tenir le chronomètre et les exigences chronométriques que vous m'aviez données. Donc pour conclure, eh bien, d'abord, effectivement, la citoyenneté européenne, c'est indéniable, est au cœur d'un projet politique très ambitieux, qui est celui de l'unité politique d'un continent, qui était un projet politique très ambitieux tel qu'il a été exprimé en 1992 dans le traité de Maastricht, mais qui n'était qu'un début d'un processus, et un processus qui, on l'a vu, patine quelque peu au niveau de sa dimension politique depuis maintenant presque 20 ans, et qui, j'allais dire, ne facilite pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'appropriation du projet européen par ses citoyens, hein. Donc, c'est un premier point, un projet ambitieux. Alors, vous me direz que, vous savez, j'avais un professeur, un collègue, il y a quelques années, spécialiste du XVIIIe siècle, et quand je lui disais oui, mais franchement, la construction européenne, ça n'avance pas bien vite, il me disait oui, mais tu te rends compte par rapport à 1700, c'est incroyable tout ce qu'on a fait. Alors oui, effectivement, hein, si on prend le temps long, ça ne dure que depuis 20 ans, et 20 ans, c'est rien, hein, j'en ai bien conscience. Mais en tous les cas, depuis 20 ans, il n'y a pas eu de signe d'un développement véritable de cette citoyenneté européenne. Alors pourquoi?
Ben, on l'a vu parce que le contexte politique n'est pas forcément un contexte porteur, ça c'est certain. Le projet politique européen patine, est en panne, ça c'est sûr. Deuxième chose, parce que ben, l'instrument juridique n'est pas forcément adapté aux défis politiques. Il paraît bien modeste, cet instrument juridique. Hein, la citoyenneté européenne telle qu'elle a été conçue il y a 20 ans était quand même modeste, hein, avec un nombre de devoirs limité, un exercice de ces devoirs, un nombre de droits pardon, limité, un exercice de ces droits un peu compliqué, une citoyenneté seconde, aucun devoir, et tout ça ne s'est pas énormément amélioré depuis 20 ans. Donc finalement, l'instrument juridique est sous-dimensionné par rapport aux défis politiques, ça c'est certain également. Alors, il ne faut jamais désespérer, hein, et on voit par exemple là que la Commission européenne, ou plutôt que l'ensemble des institutions européennes et d'État, ont décidé de lancer, alors ça a été retardé à cause de l'épidémie du Covid, hein, ou de la Covid, mais ça y est, c'est lancé, ça va être lancé officiellement là au mois de mai, la conférence sur l'avenir de l'Europe, hein, donc qui va durer près d'un an, qui doit déboucher sur une série de propositions concrètes hein, qui devront s'exprimer au moment de la présidence française de l'Union l'an prochain. Alors, c'est quelque chose qui a pour ambition de faire participer les citoyens et d'avoir une consultation très large hein, de la société civile, des citoyens européens, pour tenter de penser, j'allais dire, les réformes nécessaires justement pour relancer l'Union. Hein. Donc, on voit quand même, et c'est pas innocent, et c'est quand même intéressant, que cette relance de l'Union, telle que la veulent un certain nombre d'États membres, et notamment les principaux, eh bien, cette relance de l'Union qui est désirée, du projet politique, elle passe par une consultation des citoyens. Alors après, on peut toujours gloser pour se dire, oui, mais est-ce qu'ils vont participer? Est-ce qu'ils vont s'en saisir? Est-ce que ça va être vraiment efficace? Peut-être pas, mais en tous les cas, on ne peut pas retirer le fait qu'on parle d'une bonne intention, relancer le projet en faisant participer les citoyens. Donc ça, sur le fond, on voit bien que cette dimension citoyenne est prise en compte dans cette volonté de relancer le projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mot de la fin? Eh bien, d'abord que finalement, ben, la citoyenneté européenne, elle est en attente d'un nouvel élan de l'union politique. Hein, et c'est simplement quand les États membres seront décidés à relancer l'union politique, à la relancer et à la rendre encore plus ambitieuse, que finalement la citoyenneté européenne pourra peut-être s'étendre et pourra peut-être se consolider. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand on est en panne d'un projet politique, ben, la citoyenneté, forcément, elle est en souffrance, j'allais dire. Et puis, il y a une problématique peut-être plus de fond, hein, qui est celui de l'adaptation, j'allais dire, du modèle citoyen à un projet européen. Parce que finalement, on veut plaquer sur cette Union européenne un peu le modèle de citoyenneté qui était adapté au modèle de l'État-nation. Hein. Et on cherche à l'adapter à un modèle européen qui n'est pas celui d'un État. Et donc, peut-être qu'une interrogation plus profonde serait de se demander si finalement on n'attend pas trop d'une citoyenneté européenne qui finalement n'est peut-être pas adaptée au cadre de la construction politique de l'Europe, qui ne sera pas hein, une construction d'un État, en tous les cas pas à court terme ou à moyen terme. Et donc finalement, on peut se demander si cet outil de la citoyenneté est adapté au projet qu'on veut mener. Ah, et peut-être que s'il y avait un nouvel élan de l'union politique, il faudrait peut-être passer, ou il faudrait que cet élan repose également sur peut-être une autre conception hein, de l'appartenance ou de l'adhésion des peuples à ce projet, et peut-être une conception qui ne soit pas seulement un peu calquée sur une citoyenneté avec des droits et des devoirs, mais qui soit peut-être une conception un peu différente. Alors, je n'ai pas la réponse hein, à ça, je n'ai pas de proposition à faire en tous les cas actuellement là-dessus, mais en tous les cas, je me demande s'il n'y aurait pas peut-être une réflexion plus profonde à faire hein, ou à avoir sur cette participation des peuples au projet européen et qui, j'allais dire, dépasse hein, ou peut-être s'affranchisse de ce modèle de citoyenneté qui n'est peut-être pas adapté au projet que l'on veut mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci, merci beaucoup, Monsieur Catala, pour ce passionnant exposé. J'en profite aussi pour remercier les traducteurs d'Athénao qui traduisent tous les propos en anglais et en français. Donc, merci beaucoup. Gauthier, je te laisse la main pour s'il y a des questions.
Oui, je te remercie. Je vais prendre la parole pour commencer à aborder peut-être les questions. Voilà, je vous invite, les participants, si vous voulez directement poser la question de vive voix, de lever la main en bas dans la barre, en bas de votre écran ou directement via l'onglet questions-réponses. Heu, Juste aussi une petite précision, pour l'enveloppe budgétaire du programme, Droits et valeurs, pour le pour les participants, c'est de l'ordre maintenant de 650 millions d'euros environ et une dotation supplémentaire de 900 millions d'euros, maximum. Donc bon, il y a eu une certaine évolution comparé au programme précédent, même s'il y a un recoupage de plusieurs programmes, donc forcément l'enveloppe budgétaire augmente, mais il y a quand même eu une évolution positive. Au sujet des questions, donc je vais aborder les premières questions. Donc je vois que monsieur et madame Massé se sont exprimés et demandent, enfin, ils abordent le sujet bien souvent comparatif avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut comparer l'Union européenne aux États-Unis? Et sinon, j'imagine, est-ce qu'il est souhaitable d'évoluer vers ce modèle américain? D'abord, je voulais reprendre ce que vous venez de dire sur le programme, hein, européen. Mmh. Effectivement, vous avez raison, hein, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup plus d'argent théoriquement, mais maintenant il faudrait voir quand même dans le détail parce qu'effectivement le projet, l'Europe pour les citoyens, c'était 185 millions d'euros. Là, effectivement, c'est beaucoup plus, mais il y a 4 actions. Il y a 3 autres actions qui l'entourent, donc il faudrait quand même faire un calcul précis pour, savoir véritablement en cumulant tout l'argent qu'il y avait sur ces programmes précédemment, si on est, toujours au même niveau, un petit peu plus ou de combien. Ça, j'ai pas fait le calcul, mais il faudrait peut-être le faire pour voir vraiment quelle est l'ampleur de l'effort s'il y a effort. Je referme la parenthèse, j'ai pas fait le calcul tout simplement, hein, je dois dire. Alors, sur le modèle américain, alors, euh, bah, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que l'Union européenne n'est pas une fédération. Voilà. Et par là même, c'est une différence fondamentale, hein. L'Union européenne est une organisation qui rassemble des États souverains, je dis bien souverains, à l'intérieur d'une structure commune. Alors que certains ont décrit comme une fédération d'États-nations, c'était le mot qu'avait employé Jacques Delors, qui est d'ailleurs un mot qui rassemble deux choses, j'allais dire, deux choses contradictoires, hein, c'est-à-dire la fédération et l'État-nation, deux modèles contradictoires, mais il voulait exprimer par là que ces États-nations souverains se réunissent volontairement dans un ensemble et dans cet ensemble délèguent une part de leurs responsabilités, de leur politique à des institutions communes, hein. Et donc par là même, il y a bien toujours ce fameux principe de la supranationalité et que ce principe de la supranationalité finalement est rend le modèle européen différent d'une organisation internationale classique, mais ne le rend certainement pas équivalent à une fédération d'États fédérés, hein, et donc à une fédération, j'allais dire, disposant, hein, de cette souveraineté. Donc, ce n'est pas comparable, hein, ce n'est pas comparable. Vous avez bien remarqué qu'aux États-Unis, on n'acquiert pas la citoyenneté américaine parce que l'on est citoyen texan, citoyen, citoyen californien ou autre. Alors, on peut avoir un sentiment d'appartenance aux États-Unis à son État, hein, puisqu'il y a des États fédérés, on va avoir un sentiment d'appartenance, on va avoir des règles qui s'appliquent et des compétences qui sont gérées par votre État fédéré, mais il n'y a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité américaine, hein. Cette nationalité, elle n'est pas partagée. Donc on n'est pas sur le même modèle, hein, on n'est pas dans un modèle d'un État fédéral. Alors, certains l'ont souhaité, l'ont voulu. Maintenant, les fédéralistes se font bien peu entendre, hein, sur la scène européenne. Je ne crois pas, en tous les cas, qu'à moyen ou à court terme, on aille dans cette direction pour le moment. Donc, on ne peut pas se comparer au modèle d'un État fédéral, hein, et donc on ne peut pas non plus se comparer au modèle américain. En tous les cas, c'est pas la même chose, hein. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question là-dessus.
Merci pour l'éclaircissement. D'ailleurs, je tiens à préciser de manière orale aussi que voilà, j'invite les participants de toute l'Europe, voilà, s'ils veulent poser la question directement dans le chat, voilà, on pourra la traduire directement à Monsieur Catala. Un autre élément qui a été apporté par monsieur et madame Massé, c'est au niveau des droits, du coup, des droits limités des citoyens européens, et qui précise que pour les élections qu'on peut se présenter dans le pays dans lequel on réside, malgré sa nationalité, ils se demandent si les municipales, ils ont juste écrit municipal, oui, mais on ne peut pas être adjoint. Donc, est-ce que ça serait pas aussi des limites, quelque part, d'avoir seulement une partie de cette possibilité d'être élu Oui, effectivement, on ne peut pas être maire, par exemple, hein, ou avoir un mandat au-delà de conseiller municipal. Là, il faudrait pouvoir vérifier si c'est partout comme ça, hein. Je n'en suis pas certain. C'est les règles d'application en France, hein, qui sont comme ça. Je pense que ça doit dépendre normalement de la transposition dans les droits nationaux de cette citoyenneté européenne, hein. Mais en France, effectivement, ça se passe comme ça, hein, parce qu'on a décidé en France qu'on pouvait être éligible, mais ne pas avoir de fonction, j'allais dire, de représentation, et notamment des fonctions dont je pense au maire, hein, qui peut avoir des pouvoirs de police, par exemple, hein, qui, je crois, ne peuvent pas être opérés, entre guillemets, en France par un étranger ou par quelqu'un ne possédant pas la nationalité française, hein. Je crois que c'est un des problèmes, justement. Donc, effectivement, c'est un des bémols de l'application en France de ces droits euh, d'élection et d'éligibilité aux élections locales. Euh, je vois aussi que, parce que du coup, j'ai lu commentaire en même temps que vous, qui a marqué 3 du sol en France pour en Allemagne. Alors là aussi, ça n'a rien à voir, hein. Si j'ose dire, vous avez raison, hein, il y a des droits différents, mais ce n'est pas non plus, comparable, euh, puisque vous l'avez vu, euh, le droit du sol, le droit du sang, c'est un accès à la nationalité, hein. C'est un accès à la nationalité. Euh, le droit d'éligibilité ne donne pas la nationalité française à un Européen qui viendrait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de nationalité. La nationalité reste, j'allais dire, une, une compétence uniquement nationale, hein. Il n'y a pas de nationalité européenne, ça n'existe pas, hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas acquérir la citoyenneté européenne, vous l'avez compris. Donc là aussi, ce n'est pas tout à fait la même question en tous les cas, ce n'est pas le même problème. Alors, par contre, je ne suis pas juriste, hein, donc je ne peux pas non plus, peut-être que je vous réponds de manière pas suffisamment claire, mais en tous les cas, ce n'est pas la même chose. Droit du sol, droit du sang, c'est l'accès à la nationalité. L'accès à la nationalité, c'est dans un cadre national. L'acquisition de la nationalité, pardon. Très bien. Je vois qu'il y a une question en anglais dans le chat, donc je vais vous la traduire. Donc c'est pensez-vous que le programme Erasmus va regagner de sa vigueur? Et est-ce qu'il y aura plus de fonds pour les étudiants qui sont intéressés? Car la personne trouve que ce programme s'est appauvri à travers les années. Et c'est vrai que quand on regarde le programme Erasmus, c'est quand même le programme emblématique, hein, de l'Union européenne, et qui fait émerger cet esprit de citoyenneté. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas encore appuyer un peu plus? Alors, d'abord, première question, est-ce que le programme Erasmus a été véritablement fait pour accroître la citoyenneté européenne ou le sentiment de citoyenneté européenne? Ça, déjà, c'est une première question. Alors, vous avez vu que c'était une proposition du comité Adonino et que c'était effectivement en 1985. Ça a été créé quelques années plus tard, en 87, je crois, si mes souvenirs sont bons, 86 ou 87. Le programme Erasmus, finalement, a effectivement peut-être cette finalité, j'allais dire, de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe,
Mais ce n'est pas son premier objectif. Son premier objectif, c'est d'accompagner la mise en place du marché unique et, j'allais dire, de faciliter la libre circulation des personnes, dans le sens où faciliter cette libre circulation pour permettre des échanges entre étudiants et pour leur permettre finalement de faciliter, j'allais dire, la libre circulation ensuite de ces travailleurs et de ces citoyens dans l'espace européen. Donc la finalité politique, ce n'est pas la seule, hein. C'est aussi beaucoup une finalité économique, j'allais dire, hein, d'établissement aussi d'un marché unique avant d'établir l'Union européenne. Je vous rappelle d'ailleurs que la création d'Erasmus a lieu tout de suite après l'acte unique, hein, et doit pouvoir permettre l'accompagnement de la mise en place du marché unique avant de permettre la mise en place d'une citoyenneté européenne qui n'est pas encore inventée en 1987 au moment du lancement d'Erasmus. Donc attention, ce n'était pas forcément sa première finalité. Alors après, sur le programme Erasmus, alors effectivement, c'est un programme qui, en tous les cas, sur lequel l'on veut insister, hein, et que l'on veut élargir à d'autres publics dans le cadre de la nouvelle programmation budgétaire actuelle. En tous les cas, on en a fait une sorte de totem, hein, de la, de la libre circulation et de la construction européenne. Effectivement, c'est un programme qui est très important, qui est maintenant très élargi, hein, qui ne concerne pas seulement les étudiants, qui concerne beaucoup d'autres publics à tous les niveaux de formation. C'est un programme qui n'est pas simple et qui n'est pas facile dans sa mise en application, je dirais, parce qu'il n'a pas forcément épousé les évolutions des systèmes de formation depuis quelques années. Je vais essayer de m'expliquer. On est actuellement toujours dans cette idée de programme Erasmus qui viendrait faciliter les échanges d'étudiants sur des périodes courtes avec une sorte d'interpénétration des systèmes universitaires, dans le sens où un étudiant français qui fait ses études à l'université de Nantes, on va lui dire partez un an, hein, à Bristol, alors maintenant plus à Bristol, hein, à cause du Brexit, mais j'allais dire à Florence ou à Salamanque. Vous allez passer une année d'études là-bas, vous allez capitaliser tout ça et ça ne vous empêchera pas d'avoir votre diplôme dans les temps en France, mais vous n'allez acquérir qu'un diplôme français. Quand je dis l'évolution du système universitaire sous l'effet de la mondialisation depuis maintenant 10-15 ans, la mode, c'est plutôt d'aller faire ses études à l'étranger pour avoir un diplôme étranger, pour avoir un autre diplôme. C'est en tous les cas ça que les étudiants recherchent maintenant. C'est ça qui est en vogue actuellement sur une sorte de grand marché de l'éducation, hein, où désormais un étudiant chinois veut aller prendre un diplôme américain, britannique ou français, et où un étudiant français va partir au Canada pour, par exemple, obtenir un diplôme canadien, ou même pour obtenir un diplôme britannique ou un diplôme allemand. Donc, finalement, le système Erasmus propose un type d'échange qui n'est pas forcément celui qui est désormais recherché en priorité par les étudiants. Donc, je ne veux pas dévaloriser le programme, hein. Je pense que c'est un programme intéressant, mais je me pose des questions, notamment pour les échanges étudiants, parce que je me demande si ce système d'accompagner des échanges sur 6 mois ou 1 an est vraiment adapté à ce que demandent désormais les étudiants sur un marché de l'éducation globalisé. Je me pose quelques questions sur cette adaptation. Alors, par contre, là où je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est toujours très porteur, c'est sur les échanges scolaires, c'est sur les échanges sur la formation professionnelle, sur la formation continue, sur les échanges de formateurs, etc. Là, ça me semble extrêmement intéressant, mais je me pose quand même quelques questions sur l'adaptation de ce système aux réalités. Après, on peut le regretter ou pas, hein, et du marché, parce que finalement, c'est devenu un marché de l'enseignement supérieur, d'un marché globalisé de l'enseignement supérieur. Alors, je ne suis pas favorable à cette évolution, mais force est de constater qu'elle est là. Donc voilà, donc c'est là où je me pose quelques questions sur l'adaptation du programme Erasmus à cette nouvelle réalité. Maintenant, je ne veux pas non plus jeter au panier, ça reste un très beau programme et il faut continuer à le développer, hein. Mais voilà, dans tous les cas, je me pose des questions. Puis il y a aussi un autre questionnement qui est très important, mais qu'on se pose depuis très longtemps, c'est-à-dire est-ce que véritablement les échanges Erasmus permettent de développer
une citoyenneté européenne. Alors là, permettez-moi d'émettre les plus grands doutes. Hein. Je n'en suis pas sûr, ça n'a jamais été prouvé. Ce n'est pas parce qu'on fait des bébés ensemble qu'on se sent plus citoyen européen. Ce serait trop facile. Je paraphrase l'idée des bébés Erasmus ou autres. Ce n'est pas parce qu'on va passer 6 mois dans une université espagnole qu'on se sent davantage européen. Par contre, effectivement, on connaît plus de choses, on a une ouverture sur l'Europe et sur le monde, on a un cosmopolitisme beaucoup plus important, on a une habitude à la mobilité différente. Maintenant, je reste sur mes gardes j'allais dire, mais je ne crois pas qu'il y ait des études véritablement là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'on a fait Erasmus qu'on va se sentir véritablement citoyen européen ou qu'on va adhérer au projet européen? Là, je suis un petit peu plus circonspect. En tous les cas, je n'en ferai pas une généralité, hein, comme une sorte d'évidence. À mon avis, c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça, je pense. Il y a encore une autre question, non? Oui, je poursuis. Du coup, je rebondis sur sur ce que vous venez d'apporter. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites. Juste sur les chiffres qui ont été publiés, encore des chiffres, vous allez me dire. Sur l'évolution du programme, pareil, il était à 15 milliards d'euros, il va passer à plus de 21 milliards d'euros. Et un autre chiffre relevant de cet aspect citoyenneté, d'après des études menées par la commission qui sont maintenant en publicité, c'est plus de 80% des étudiants qui sont partis en Erasmus se sentent plus européens. Mais qu'est-ce que ça signifie ce chiffre? À quel niveau ils se sentent plus européens? C'est effectivement ce que vous venez d'apporter. Est-ce que ça apporte vraiment une véritable citoyenneté européenne ou plus une connaissance des valeurs ou juste une connaissance plus globale du monde, etc. Je pense En tous les cas, ça ne peut être que mieux que si ça n'existait pas. Hein. Voilà, et ça ne peut apporter que du bien. Maintenant, je reste quand même un peu circonspect, d'autant plus que c'est aussi une méthode qui, j'allais dire, pose question aux enseignants, hein, puisque j'allais dire, le séjour Erasmus est-il également forcément une plus-value dans l'enseignement que l'on reçoit, hein, et dans son cursus universitaire? C'est certainement une plus-value humaine extraordinaire, ça c'est sûr. C'est une expérience humaine extraordinaire, ça ne fait aucun doute. Donc ça fait grandir, ça fait mûrir, c'est une excellente chose. Maintenant, c'est encore un système très perfectible dans la plus-value que ça peut apporter aux étudiants en termes de cursus universitaire. Hein, et là, ça pose encore beaucoup de questions et ça reste encore un système perfectible de ce côté-là. Voilà. Et quelle plus-value en termes de cursus académique? Là, c'est plus compliqué. Alors, par contre, effectivement, c'est aussi un point souvent très bien vu dans les CV pour obtenir des emplois extra. Ça montre aussi, j'allais dire, une habitude à la mobilité qui est un acquis tout de même extrêmement, extrêmement important. Hein, ça, c'est certain aussi. Donc, c'est bien. Ça pourrait certainement être mieux, mais c'est bien. Très bien. Juste, du coup, je vous fais passer les remerciements de la personne qui a posé la question. Des remerciements venant d'Espagne. Voilà, pour l'information. Muchas gracias. Prochaine question de monsieur et madame Massé, encore une fois. Pour relancer la citoyenneté européenne, ne serait-il pas souhaitable de créer davantage de liens et d'interactions entre les Européens, voire des manifestations, etc. Mais bon, c'est ce qui est déjà le but du programme droit et valeurs, j'imagine. Enfin, ça fait écho à Oui, ce c'est ce but-là. Après, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions, et notamment sur la question, j'allais dire, du partage des valeurs, hein, du partage des valeurs et du partage du projet. Si se sentir plus citoyen européen passe justement par un partage plus important des valeurs, on peut toujours se poser beaucoup de questions, par exemple, dans la différence d'histoire, de culture, hein, j'allais dire, dans le fossé qu'a la guerre froide entre les pays d'Europe centrale et les pays d'Europe occidentale. Hein, on voit bien, hein, qu'il y a là beaucoup de conceptions différentes. Alors, je ne suis pas pour condamner des mentalités polonaises ou hongroises, ce n'est pas la question. Hein, tout le monde
est légitime à penser ce qu'il pense, mais on ne peut que constater qu'il reste encore beaucoup d'écarts dans ces valeurs, beaucoup de conceptions très différentes, et souvent un fossé sur certaines questions entre cette Europe qu'on nous qualifiait, nous, ici, d'Europe de l'Est, mais qui est plutôt une Europe centrale, et nos anciens pays qui étaient en Europe occidentale. Et peut-être effectivement que l'Europe n'a pas suffisamment créé de programmes d'échange pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir, j'allais dire, véritablement partager, non pas une culture commune, mais en tous les cas quelques valeurs communes et mieux se connaître. Par exemple, moi j'ai toujours regretté que le magnifique programme qui a fait tant de bien aux Français et aux Allemands dans les années 60, 70, 80, le programme de l'OFAGE, Office franco-allemand de la jeunesse, tous ces programmes qui ont tant fait progresser la connaissance entre français et allemand, la connaissance de la langue, de la culture, eh bien, j'ai beaucoup regretté que depuis 15 ans, l'Europe n'ait jamais lancé, j'allais dire, un programme d'échange de cette nature et de cette ambition entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Voilà, et que les autorités européennes n'aient jamais voulu prendre en compte, pour X raisons, ces difficultés et que veille aujourd'hui. Je pense que là aussi, ça aurait nécessité un investissement énorme au niveau culturel, au niveau apprentissage linguistique et, j'allais dire, apprentissage et construction d'une mémoire collective commune. Parce que ce qui nous manque peut-être beaucoup en Europe actuellement, c'est finalement de ne pas partager la même histoire et la même mémoire et de ne pas l'avoir partagée pendant 40 ans. Et on voit bien, par exemple, sur la question migratoire, on en est tout à fait là. On n'a pas partagé la même histoire, on n'a pas partagé les mêmes choses pendant 50 ans sur le plan migratoire entre l'Est et l'Ouest, et on le paye désormais. Voilà, et on n'a pas fait l'effort d'essayer de rapprocher les mentalités, les cultures, les histoires, et d'essayer de se recréer une mémoire collective et une mémoire commune. Et ça va beaucoup nous manquer, je pense, encore dans les prochaines années. Merci. Et du coup, je tiens à passer les remerciements du coup de monsieur et madame Massé pour la qualité de votre exposé, par la même occasion. Merci. J'ai passé une question du chat, donc de madame Fauvarc, qui vous remercie également pour votre exposé et qui vous demande pensez-vous que le système des Spitzenkandidaten, donc pardon pour mon accent, donc le fait de pouvoir élire indirectement le ou la présidente de la Commission européenne via des élections européennes pourrait relancer la démocratie européenne et renforcer le sentiment de citoyenneté européenne? Et est-ce qu'on peut aboutir à ce système bientôt? Alors, c'est une question complexe parce que, bon, moi, je pense sincèrement, je suis, comme je vous l'ai dit, un Européen convaincu, donc je pense sincèrement que tout ce qui permet une plus grande participation des citoyens européens au processus électoral et au processus décisionnel européen est une bonne chose. Et forcément, l'idée que la Commission européenne représenterait une sorte d'exécutif européen et que cet exécutif, dans sa composition à tous les niveaux, dépende non pas seulement de l'avis des États membres, mais aussi de l'avis des parlementaires européens élus par les peuples européens, me semble être une excellente chose. Et donc, je pense effectivement que ces candidats, ce système de candidature désignée, c'est-à-dire que les partis politiques européens désignent un candidat et que finalement le parti qui arrive en tête soit légitime pour finalement que ce candidat s'impose comme le futur président de la Commission européenne, on se rapproche d'un système de désignation parlementaire du président de l'exécutif qui me semble aller dans le bon sens. Donc, sur le principe, oui, bien sûr, je trouve ça plutôt bien et plutôt très bien. Maintenant, encore faudrait-il que les États membres, qui détiennent toujours la clé décisionnelle principale, soient d'accord pour le faire et soient d'accord pour le faire, j'allais dire, quel que soit le résultat électoral, c'est-à-dire obéissent à la logique de l'élection. On a bien vu comment Emmanuel Macron s'est refusé à obéir à cette logique et finalement a fait rejeter par les États la candidature, a mis son veto, parce que finalement c'était ça à la candidature du représentant du parti arrivé en tête, les démocrates chrétiens, l'allemand, je ne me souviens plus du nom de son nom, le bavarois qui a
dont la candidature n'a pas été retenue, et comment les États ont manœuvré, et notamment le président Macron, pour que, voilà, Manfred Weber, merci beaucoup madame, et pour que finalement ce soit un candidat, j'allais dire Macron compatible, on va dire ça comme ça, ou en tous les cas compatible avec la force, avec le groupe parlementaire européen qu'il avait suscité, qui devienne président de la Commission, Madame von der Leyen. Donc, je pense que c'est une bonne procédure, mais pour qu'elle soit bonne, il faudrait que les États membres l'acceptent et s'y plient, quelles qu'en soient les conséquences. Or, Emmanuel Macron, alors peut-être pour le bien de l'Europe, parce que je suis persuadé que c'était un meilleur choix, Ursula von der Leyen, que Manfred Weber. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un meilleur choix, et que la dynamique européenne ne peut qu'en sentir renforcée de ce choix. Donc, effectivement, sur le fond, c'était peut-être une bonne chose, mais sur la forme, ça veut dire finalement que c'est les États qui décident de tout, et que les représentants des peuples européens sont cantonnés à avoir un rôle second, pour reprendre le terme que j'avais employé pour la citoyenneté européenne. Et ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la démocratie européenne. Voilà, donc ça reste un bon système à condition qu'il soit respecté, mais c'est à nouveau un système d'entre-deux en fait. Tant qu'on n'aura pas en Europe un véritable, et là je vous exprime ma pensée, c'est un véritable gouvernement européen qui procède de l'élection, et qui soit une représentation de la majorité du Parlement européen, on n'arrivera pas à dépasser ça, et on sait bien que les États membres sont résolument opposés à cela, voulant conserver la main sur la nomination d'un exécutif qui n'est qu'une commission, et qui n'est certainement pas un gouvernement. Voilà, donc on est toujours dans la problématique des États souverains, et d'une Europe qui est un système, j'allais dire, particulier, qui n'est pas une fédération, qui est quelque chose de spécifique, et qui s'invente un chemin décisionnel spécifique, mais dans cette invention qui dure déjà depuis 50 ans, eh bien, les États ont conservé la clé, ont gardé la clé, et conservent jalousement leur prérogative d'État souverain, qui se veulent décisionnaires dans les affaires européennes, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai que ça fait un peu écho à cette position que l'Europe a au niveau interne et même international, et cette fameuse expression bien malheureuse et de géants économiques et nains politiques, où voilà, l'Union européenne n'arrive pas à s'imposer sur le plan politique, à défaut d'avoir le pouvoir de le faire. On attend beaucoup de l'Europe, toujours, surtout les Français qui ont tendance à poser sur l'Europe leur regard français, et par exemple rêvant toujours d'être une puissance, donc voulant que l'Europe soit une puissance, etc., mais qui d'un autre côté se refusent à lui donner les moyens de cette puissance et de l'autonomie politique qu'il voudrait. Donc on est dans une sorte de débat un peu vain, entre d'un côté beaucoup d'attentes. On voudrait que cette Europe nous apporte des solutions concrètes, nous apporte une puissance, nous apporte un rayonnement, nous apporte des solutions économiques, par exemple à la hauteur des débats, par exemple en nous apportant beaucoup de financement, par exemple. Puis de l'autre côté, eh bien, les mêmes qui tiennent cette rhétorique gardent les mains sur le frein, ou plutôt le pied sur le frein, plus exactement, et se refusent à donner plus de moyens financiers et de moyens politiques pour que cette Europe, justement, puisse répondre à ses attentes. Donc, forcément, c'est un vrai problème, une vraie difficulté. Et je pense aussi que c'est parce qu'on atteint un plafond de verre, et parce que les États sont conscients qu'en donner plus maintenant à l'Europe, c'est justement peut-être franchir une étape essentielle, allant vers une fédération, et qu'on est à un point où
Si on donne à l'Europe la capacité d'emprunter, si on donne à l'Europe une capacité budgétaire plus importante, si on donne à l'Europe des pouvoirs de représentation sur la scène mondiale plus importante, si on donne à l'Europe une véritable défense commune, eh bien, il faudra donner à l'Europe un véritable gouvernement. Et si on donne à l'Europe un véritable gouvernement, jusqu'à présent, ça s'appelle la fédération, parce qu'on n'a rien inventé d'autre. Et donc, on est, voilà. Et donc, je pense qu'aussi les problèmes avec les difficultés de l'Europe depuis 20 ans et les difficultés de son projet politique viennent de là, hein. À mon avis, viennent qu'on atteint une sorte de plafond de verre et que l'étape suivante, c'est le grand saut. Et personne ne veut faire le grand saut. Quand je dis personne, c'est les États souverains qui ne veulent surtout pas le faire. Et donc là, c'est un vrai problème. Mais au-delà des États, les peuples aussi, hein. Parce que, par exemple, un gouvernement européen, ça veut dire se plier à la majorité des Européens, y compris quand on n'est pas d'accord, hein. Et voilà. Est-ce qu'on est prêt, nous, Français, à se plier à une décision majoritaire sur des problèmes de souveraineté, sur des problèmes de défense, sur des problèmes d'intervention militaire, quitte à aller faire des choses que les Français ne souhaitent pas faire? Est-on prêt à ça? J'en doute. Ou en tous les cas, voilà, donc c'est problématique. En tous les cas, pour les Français, j'en doute, mais pour certains autres pays, je n'en doute pas, hein. Pour les Hongrois, pour les Polonais, je suis certain qu'ils n'y sont pas prêts, eux, hein, par exemple, pour l'instant. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Et je pense que oui, qu'on est un peu à cette situation de plafond de verre, hein, où finalement, faire davantage, transférer davantage de pouvoir, de compétences, donner des moyens budgétaires, donner des moyens militaires, c'est forcément, parce qu'on est en démocratie, donner une légitimité démocratique et franchir des étapes qui, j'allais dire, passeraient par la transmission de compétences extrêmement importantes aux États, à l'Europe, et forcément qui les dépouillerait, hein, d'une part très importante de leur souveraineté. Et visiblement, les États n'y sont pas prêts, et je pense que les peuples, pas toujours non plus. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que d'un côté, je suis un Européen convaincu, d'un côté, je souhaite que l'Europe aille plus loin sur le plan politique, que cette fameuse construction européenne se relance. Mais j'ai des doutes parce que je me demande si véritablement les États et les peuples sont dans la capacité de l'accepter actuellement. Voilà, donc j'ai des doutes, même si je ne doute pas, parce qu'à un moment on a eu peur avec le Brexit, on se disait est-ce qu'on ne va pas aller même vers une déconstruction de l'Europe, hein, puisque certains États. Donc j'espère, je ne pense pas qu'on aille vers une déconstruction de l'Europe, mais aller vers davantage d'Europe, ça me semble quand même compliqué et difficile à brève échéance. On va voir ce qui va ressortir, hein, de cette conférence européenne, hein, on va voir ce qui va ressortir. On va voir. Mais j'ai des doutes. L'avenir le dira. L'avenir le dira, exactement. Donc, ouais, c'est vrai que cette ligne de non-retour fait sûrement un peu peur, je pense. Du coup, on va peut-être mettre fin aux questions, vu qu'on arrive sur la fin des horaires prévus pour la conférence. Voilà, donc je repasse la main à Claire pour clôturer. Je vous remercie tous. Merci aux participants français et européens. Je sais qu'ils étaient nombreux à être présents parmi nous ce soir. Merci, Monsieur Catala, d'avoir répondu présent Merci. ce soir. Merci également aux traducteurs qui ont assuré la traduction en anglais de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous demain à 14 h pour un atelier sur l'initiative citoyenne européenne. Michel Catala en a parlé tout à l'heure. Donc, on va aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Et demain soir à 18 h, nous aurons également un webinaire sur l'état de droit en Europe avec Stéphane Arnaud, qui est Team Europe et avocat. Voilà ce qui nous attend demain. Je vous souhaite un excellent début de soirée et je vous dis à bientôt.